Bonjour, cette vidéo s'adresse aux parents et si tu es élève, eh bien je t'invite quand même à écouter ce que je vais expliquer, c'est quand même toi le personnage principal de cette histoire. Alors on apprend plus ou moins bien à être un élève, mais on n'apprend pas à devenir parent. Dans cette vidéo, je vais vous donner de nombreux conseils pour accompagner scolairement vos enfants, ce qu'il est mieux de faire, ce qu'il faut éviter. Dans l'éducation, il est essentiel de donner une ligne directrice claire aux enfants. Parents et enseignants, et de manière générale tout le système éducatif, doivent converger conjointement dans la même direction. On va commencer par parler de l'accompagnement de façon générale. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les parents peuvent accompagner leurs enfants. Même si vous aviez du mal dans la matière quand vous étiez vous-même élève, c'est possible. Par exemple, on peut réviser à deux, on peut essayer de comprendre à deux. Ce qui est important, c'est d'accompagner, d'être présent. Et puis en maths, vous avez mes vidéos. Par les retours que j'ai, je sais que certains les visionnent en famille. Et si malgré ça, tout cela ne fonctionne pas, les parents peuvent évidemment demander des conseils aux professeurs, ils sont là pour ça, mais ceci, on en reparlera plus loin. Il ne s'agit pas non plus d'être trop présent, envahissant même. L'idée, c'est d'être disponible, sans excès, quand votre enfant en a besoin ou quand il se trouve en difficulté. Et surtout, de le laisser tranquille quand il se débrouille bien. Dès qu'il est seul et qu'il travaille bien, vous le laissez tranquille. L'objectif est évidemment de le rendre autonome dans ses études. L'accompagnement ne se résume pas à aider votre enfant à faire ses devoirs ou à préparer des interros ou des évaluations. Il faut faire que l'école entre dans la maison. Et pour cela, il faut parler de l'école, s'intéresser à ce qu'il a vécu la journée, lui poser des questions. Ensuite, tout doucement, le dialogue s'imposera naturellement et cela sera plus facile de l'accompagner scolairement. Car l'accompagnement, ça ne doit pas devenir conflictuel. C'est très important ça. Sinon, ça risque d'être contre-productif et surtout, ça risque de ne pas faire long feu. Alors, s'il y a conflit, c'est peut-être parce que ce n'était pas le bon moment pour l'enfant ou peut-être pour vous-même. Et par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est qu'un enfant qui ne comprend pas, ne le fait pas exprès, rarement, on va dire. Il faut lui redonner confiance, il ne faut pas l'engueuler, il faut pointer du doigt ses difficultés, lui montrer ses erreurs, sans le faire culpabiliser. Enfin, tout ça, ça paraît bien compliqué, mais c'est quand même la base. Il faut lui rappeler que c'est par l'erreur qu'on apprend. En maths, par exemple, les plus grands mathématiciens passent toute leur vie à chercher et rarement à trouver. Enfin, l'accompagnement peut consister à faire des choses très simples, surtout avec les plus jeunes. Le calcul mental, c'est très important en mathématiques et ça peut se faire n'importe où, n'importe quand, en voiture, en vacances, en allant à l'école. En français aussi, on peut lui proposer des dictées. En langue vivante, vous pouvez travailler avec lui le vocabulaire. Et bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est que la lecture est essentielle parce que c'est nécessaire à toutes les disciplines. Pour comprendre les consignes, pour comprendre les documents, et c'est d'autant plus crucial si à la maison l'enfant ne parle pas français. Alors, encouragez votre enfant à s'accorder un temps de lecture régulier et j'ai envie de dire quasi quotidien. On va parler maintenant du contexte de cet accompagnement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut mettre votre enfant dans de bonnes conditions pour le travail à la maison. L'ambiance doit être positive, détendue, mais sérieuse. On bannit évidemment la télévision, le téléphone et tout ce qui pourrait déranger l'attention. Être élève, c'est une activité fatigante et stressante aussi. Pour tenir bon, il faut une bonne hygiène de vie et ça, c'est vraiment nécessaire. L'enfant ne doit pas se coucher tard, par exemple, surtout lorsqu'il a cours le lendemain. Sinon, le soir, lorsque vous ferez les devoirs avec lui, il risque d'être excité et il aura d'autant plus de difficultés à se concentrer. Par ailleurs, il faut réduire au maximum le temps d'écran et de jeux vidéo. Enfin, c'est aussi des écrans. Est-ce que vous savez que les grands patrons, Apple, Microsoft, etc., éduquent leurs enfants loin des écrans? Regardez, car ils savent tout le mal que cela provoque dans les apprentissages. Soyez rigoureux également avec les réseaux sociaux. Il faut respecter les limites d'âge, bien sûr, et les utiliser de façon raisonnable et raisonnée en les rendant attentifs aux dangers. Il ne s'agit pas non plus de les exclure des réseaux, mais il faut qu'ils comprennent comment ces réseaux fonctionnent. Alors, parlons maintenant de l'assiduité en classe. La présence en classe, c'est la base de la réussite. Un élève qui éprouve quelques difficultés et qui est régulièrement absent se trouve très vite en grande difficulté.
Alors pour ça, essayez déjà d'éviter les absences exagérées, comme un simple mal de gorge. Bon, parfois, vaut mieux être présent à l'école, en petite forme, sans forcer, que de manquer toute la journée les cours et devoir tout rattraper ensuite à la maison. Mais si votre enfant est quand même absent, eh bien il doit rattraper ses cours et ceci le plus rapidement possible, y compris les exercices faits en classe. Souvent les élèves se contentent de recopier le cours et passent à côté de l'essentiel finalement, qui est la séance d'exercice. Car c'est en cherchant qu'on apprend et qu'on comprend. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'effectuer cette activité chez soi, hors du contexte de la classe, mais c'est pourtant tellement important que de rattraper ces séances d'exercice et ces moments de recherche. Le matériel, alors ça nous concerne également, nous parents, les cahiers et les affaires de classe doivent être bien tenus. Le cours et les exemples donnés par le professeur ainsi que les corrections doivent être clairement et proprement notés dans les cahiers. Regardez dans ces cahiers, regardez comment il prend des notes, regardez si ça vous paraît incomplet, si c'est en désordre, il faut tout de suite mettre en garde votre enfant. Le cahier, c'est l'outil de travail, c'est la base. Sans cela, l'élève n'a pas de support pour réviser, il va se trouver très vite en échec. Les devoirs, ils doivent être notés dans l'agenda. La date et le contenu des interrogations sont également notés dans l'agenda ou le cahier de texte, s'il a encore un cahier de texte. Aujourd'hui, les ENT répertorient les devoirs. Alors, c'est bien, c'est pratique, c'est sympa, mais au fond, ce n'est pas forcément une bonne chose. L'élève devient beaucoup plus autonome quand le travail à faire est noté dans son propre agenda. Il apprend davantage à s'organiser car c'est lui qui le note. En le notant, il prend conscience de la quantité de travail qui lui reste à faire et ça lui permet de mieux s'organiser, de mieux comprendre ce qui est demandé dans telle ou telle matière et surtout, ça évite aussi de temps en temps d'oublier certains devoirs parce que quand on se retrouve devant son écran, à nous également, ça arrive, on peut passer à côté de choses importantes. Quand c'est écrit dans un cahier, dans un agenda, eh bien c'est plus facile, on peut rayer ce qu'on a fait, on peut mettre le cocher, etc. L'élève doit avoir son matériel. En maths, c'est indispensable. On n'irait pas à la piscine sans son maillot de bain. Eh bien, on ne vient pas en maths sans son équerre. Sinon, ça peut être très gênant. L'élève ne pourra pas s'entraîner pendant la séance et il passera à côté des apprentissages essentiels et prendra ou accentuera son retard. Les devoirs. Faire ses devoirs doit devenir impératif. On ne les donne pas pour occuper les élèves à la maison. On les donne pour retravailler rapidement en petite quantité ce qui a été vu en classe et pour que les notions étudiées s'installent mieux, pour que l'élève fasse une petite recherche. Donc il faut faire ses devoirs. L'enfant doit prendre plaisir à les faire et pour cela, il doit les faire avec beaucoup d'application, souligner la règle, mettre des couleurs et ne pas hésiter à y consacrer du temps. C'est là aussi qu'il va progresser, c'est là qu'il va s'améliorer. Ne pas chercher la réponse facile, ne pas demander de l'aide trop rapidement non plus. Il vaut mieux un travail qui n'est pas parfait, mais qui est fait par l'élève, plutôt qu'un devoir parfaitement juste, mais qui est fait par quelqu'un d'autre, un parent ou un professeur qui donnerait des cours particuliers. Les parents accompagnent, mais ils ne se substituent pas. C'est l'enfant qui reste maître à bord et qui doit être le principal acteur dans ce travail. Donc, laissez votre enfant chercher. Guidez-le s'il bloque, bien sûr, mais ne lui livrez pas la réponse trop rapidement. Si le prof distribue un bon gros devoir de maths à faire à la maison, eh bien, en général, il a le temps pour le faire. On lui accorde une bonne semaine, donc c'est à lui de s'organiser, mais ça sera un vrai travail de recherche, donc il faudra qu'il se donne à fond. Il faut le faire jusqu'au bout et répondre à toutes les questions. Il faut vraiment que ça soit son cheval de bataille qui dise « je vais aller au bout de ce devoir ». Donc, s'il vous demande de l'aide, c'est bien, toujours une aide mesurée, mais il peut également demander de l'aide à son professeur. C'est avant tout son professeur qui est là pour l'accompagner. Et surtout, je le répète encore, il doit se faire plaisir. C'est tellement merveilleux de passer une bonne heure de recherche sur une question et de finir par trouver la solution. Alors parlons maintenant des évaluations et on va voir comment préparer un contrôle. La base, c'est faire un maximum d'exercices en s'appuyant sur son cours. Il faut faire des exercices. Les lire, ça ne sert à rien du tout, vraiment. Il faut les faire, absolument les faire. L'élève prend l'énoncé qui est donné, cache la correction et le fait avec un stylo et une feuille. Il le fait tranquillement et jusqu'au bout. S'il bloque, alors dans ce cas-là, il peut céder de la correction. Et cet exercice, l'exercice où il a eu du mal, il faudra le refaire plus tard ou le lendemain.
Il faut en faire encore, en refaire et ne pas s'arrêter, il faut aller jusqu'au bout. Il faut consacrer du temps à cette activité. Sa réussite passe par là. En priorité, il faut refaire les exercices types. On les appelle parfois les méthodes, exemples ou savoir-faire qui se trouvent avec le cours. Ensuite, il a dû faire plein d'autres exercices en classe dont il dispose de la correction. Il faut également les refaire. Dans le manuel de classe, on trouve aussi plein d'exercices qui sont corrigés. Et enfin, il existe des ouvrages parascolaires, si jamais on n'en a pas assez, qui proposent également plein d'exercices corrigés. Et s'il a vraiment fait une bonne dose d'exercices, regardez sa corbeille, elle doit exploser de feuilles de brouillon, tellement il aura travaillé. Et là, eh bien, il ne reste plus qu'à reprendre le cours et vérifier s'il connaît bien les formules et propriétés. Là, vous pouvez encore l'aider en l'interrogeant par exemple. Il est parfois utile aussi de recopier l'essentiel du cours sur une petite fiche pour bien organiser ses connaissances. Ça, c'est comme on veut. Certains aiment bien voir ces petits résumés de cours. Il faut bien organiser sa préparation, faire un petit programme de révision. Ça paraît futile comme ça, mais ça ne l'est pas. S'imposer des moments de préparation, eh bien ça nous tient et ça nous oblige à les respecter et donc à entreprendre une préparation digne de ce nom. Alors, on ne va pas parler du contrôle lui-même. Là, j'ai fait une autre vidéo qui explique comment gérer son stress, donc je passe. Je vous invite à la regarder si vous le souhaitez. On va parler du retour du contrôle. Ça peut des fois être douloureux. En tout cas, si l'élève a réussi, eh bien, il faut le féliciter. Il faut l'encourager pour ses efforts, c'est bien. Mais il n'est pas nécessaire de le récompenser, ou très occasionnellement. Sa récompense, c'est avant tout sa réussite. Il doit le comprendre et il doit comprendre qu'il travaille avant tout pour lui et non pour son professeur ou ses parents. Un élève qui n'a pas réussi son devoir, son interrogation, eh bien, il faut revoir avec lui ses erreurs, surtout lorsqu'elles sont redondantes ou qu'elles concernent une notion qui a mal été comprise. L'enfant est parfois persuadé d'avoir raison. Il est donc important de lui montrer qu'est-ce qui ne va pas pour débugger tout ça et réexpliquer ce qu'il n'a pas compris. Il faut avant tout le rassurer, voir plus les progrès qu'il a fait que le résultat lui-même. Il doit reprendre confiance en lui. La réussite peut mettre du temps à venir et donc il ne faut pas, en tant que parent, s'impatienter si malgré tous les efforts qu'il fait et que nous on fait en tant que parents, les résultats ne progressent pas significativement rapidement. Ce qui est important, c'est vraiment qu'il reprenne confiance en lui et de voir s'il y a des éléments de progrès dans ses copies. Donc dans tous les cas, sauf si bien sûr il continue à mettre de la mauvaise volonté, dans ce cas-là, évidemment, il faudrait sévir un petit peu. On va terminer en parlant de la communication entre parents et équipe pédagogique. Alors déjà, n'oubliez pas de regarder sur le NT ou le carnet de correspondance si un professeur essaie de vous joindre ou de vous contacter, s'il y a des remarques à propos du comportement, des retards ou d'autres informations, s'il manque des pages au carnet de correspondance, ça c'est louche et ça arrive de temps en temps. Méfiez-vous de ce que vous dit votre enfant, surtout s'il affirme « le professeur n'explique pas bien et donc je ne comprends pas ». Alors, je ne peux pas dire que ça n'arrive pas, ça arrive évidemment, mais c'est souvent une excuse et la transcription de cette phrase est plutôt « je n'écoute pas trop et donc je ne comprends pas », ce qui n'est pas la même chose. Dans tous les cas, prenez contact avec l'enseignant, rencontrez-le en présence de votre enfant. Il est important de désamorcer toute relation conflictuelle entre l'enfant et l'enseignant et ceci dans l'intérêt de l'élève. Un petit échange avec l'enseignant, même par téléphone, permet très souvent de comprendre bien mieux tout ce qui ne fonctionne pas. Devant l'enfant, soyez du côté des professeurs et ceci dans tous les cas. En cas de problème, rencontrez le professeur, mais ne montrez jamais votre désaccord avec l'enseignant à l'enfant, même s'il y a de bonnes raisons. Je vais vous dire pourquoi. Sinon, eh bien, l'enfant n'aura plus du tout confiance en son professeur. Et ce qui est essentiel pour sa réussite, s'il comprend que ses parents ne font pas confiance à l'enseignant, si ses parents disent « cet enseignant, il est nul », eh bien l'enfant n'aura plus du tout envie d'écouter en classe. Et le fait de ne plus travailler dans une matière pendant toute une année, ça deviendra quelque chose de légitime pour lui et il va bien sûr tout y perdre puisqu'il risque de se retrouver l'année suivante en grande difficulté dans cette matière. En mathématiques, c'est encore plus embêtant puisqu'on sait qu'en mathématiques, eh bien, les connaissances, ce sont des briques qui s'empilent et forcément, s'il manque les briques du bas, difficile de mettre celles du dessus. Donc, faites attention, s'il y a un problème, essayez peut-être de ne pas tout dire à votre enfant. Si vraiment il y a un problème grave, rencontrez l'enseignant
seul, sans votre enfant, et voyez ce qui est le mieux dans l'intérêt de votre enfant. Mais c'est vraiment un élément essentiel, ça, que les parents, enseignants, système éducatif, ce que j'ai dit au départ, convergent tous dans la même direction. Entre parents également, il faut s'entendre pour avoir le même discours. Sinon, votre enfant risque de jouer de vos désaccords et de ne pas vous faire confiance à vous, ce qui était également très très gênant. Alors oui, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, l'éducation, c'est comme ça, c'est truffé d'embûches à tous les niveaux, et ce n'est pas grave de se tromper. L'essentiel est d'en être conscient et de le reconnaître également à ses enfants quand on agit mal. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que tout ceci vous a aidé un peu.